Je vous souhaite bienvenue au 12e Festival de la BD de Montréal. C'est une rencontre donc sur le thème de la couleur et de la lumière, et c'est une présentation du journal La Presse. Mon nom est Michel Giguère. Moi, je conçois et j'anime les rendez-vous de la BD à la Maison de la littérature à Québec. Donc, je suis de passage en touriste. Et j'ai co-réalisé avec Michel Arbagliati l'ouvrage Paul, entretien et commentaires qui est sorti il y a plus ou moins un an. Je vous présente brièvement nos trois panélistes, histoire de se glisser au plus tôt dans le vif du sujet. Alors d'abord, originaire de l'île d'Orléans, à ma gauche, Jimmy Beaulieu, qui vit à Montréal depuis 1998. Parmi ses publications, Comédie sentimentale pornographique en 2011, Non-aventure en 2013, Rôle de composition en 2016 et Jardin des complexes cette année, en 2023. Ça va jusqu'ici? Il a fondé les collections Mécanique Générale en 2000 et Colosse en 2002. Et depuis 2003, il anime des ateliers de bande dessinée au Cégep du Vieux-Montréal et au Collège Rosemont. Geneviève Biguet est quant à elle originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Après des études en cinéma d'animation au Cégep du Vieux-Montréal et un baccalauréat en design graphique à l'UQAM, elle œuvre maintenant dans plusieurs domaines, dont l'édition, la publicité et le milieu culturel. En 2022, elle publie chez Front Froid sa première bande dessinée, Parfois, les lacs brûlent. Et diplômée de la faculté d'architecture de Venise en 2000, là, soudain, c'est plus exotique, Manuele Fior a vécu à Berlin, à Oslo et à Paris avant de revenir dans son Italie natale en 2020. On lui doit notamment Mademoiselle Else en 2009, 5000 km par seconde en 2010, L'Entrevue en 2013, Célestia en 2020 ou encore Hyperion en 2022 chez Dargaud. En tant qu'illustrateur, il collabore avec des journaux, des magazines, des producteurs de cinéma et des maisons d'édition, par exemple Le Monde, Les Inrocks, Le New Yorker, le Vanity Fair, la Repubblica, la BBC ou encore Criterion. Petite parenthèse, je leur avais demandé des exemples extraits de leur BD. Jimmy m'en a envoyé plein. J'en ai retranché beaucoup, j'en ai gardé pas mal, de sorte qu'il va devoir commenter ses planches de façon très succincte. Mais sérieusement, comme il enseigne depuis longtemps et que je doute aucunement de ses capacités pédagogiques, Jimmy, il sera en quelque sorte notre fil conducteur avec tous les exemples que j'ai gardés. Ça va illustrer un tas de choses dont il va être question. Et j'invite chacun des invités à commenter les planches des autres aussi. Je m'excuse de t'en voir d'envoyer tant. C'est un peu comme Mark Twain, la lettre qu'il a écrite. Pardon, c'est une longue lettre, j'ai pas eu le temps d'en faire une plus courte. C'est un peu ça. Je t'ai envoyé ça en plein milieu de la nuit, puis j'ai juste comme dit OK, ça, puis j'ai pas fait de retranchement. Mais dans le fond, ça m'a juste permis de faire un choix, puis ça m'a donné plein d'exemples qui vont vous aider vous aussi à comprendre de quoi on parle. Bon, petite intro. Pendant des décennies, les bandes dessinées étaient peintes à la gouache, en aplat, c'est-à-dire sans dégradé. La peinture étant appliquée sur des bleus d'impression, tandis que les traits contours étaient imprimés sur un transparent qu'on pouvait superposer au bleu après coup. C'était très limité. À partir des années 70, l'évolution des techniques d'impression a permis l'usage d'abord de techniques plus raffinées, ne serait-ce que des dégradés, et puis l'usage d'autres médiums comme l'acrylique, le pastel gras et surtout l'aquarelle, dont les délicats effets de transparence sont très difficiles à reproduire. Alors, à ce moment-là, on a vu l'émergence de ce qu'on a appelé la couleur directe, entre autres. Jimmy, je vis dangereusement et je m'essaie au jeu de deviner quel médium tu as utilisé. Alors, tu regardes là. Ouais. Est-ce que c'est de l'aquarelle? Oui. Le trait contour est très, très délicat. C'est de la plume ou du rapidographe? C'est du rapidographe avec de l'aquarelle. Okay. L'aquarelle, c'est pas mal mon médium de prédilection. Je l'utilise quand même assez peu en BD. C'est comme trop facile. Mais... Est-ce que... c'est parce que ça peut être très rapide. Oui, j'ai fait les couleurs de Comédie sentimentale pornographique en 10 jours. 300 pages. Et c'est vraiment rapide. Cela dit, l'aquarelle, en même temps, il y a des gens qui essaient toutes sortes de médiums et qui disent que c'est très difficile. Tu n'as pas droit à l'erreur beaucoup à l'aquarelle. C'est dur à récupérer souvent. Là. Ben, Manueli fait signe. Toi, est-ce que tu corriges tes aquarelles? Pardon? Est-ce que tu corriges tes aquarelles? Ah non, mais j'ai fait plus l'aquarelle parce que c'est trop difficile pour moi.
Je sais pas, moi c'est vraiment comme je respire. Les 24 heures de la BD, je les fais à l'aquarelle, puis ça va super bien. Je pense que c'est comme l'exception à la règle, parce que l'aquarelle, c'est vraiment difficile. Moi, je mets du liquid paper dessus, puis je mets du Sharpie dessus. Je veux dire, moi, je les corrige, mes aquarelles, il y en a pas de problème. Je travaille pour l'imprimer. Moi, mon but, c'est pas un original que je vais exposer, c'est un livre que je fais. Donc, je les corrige, puis je sors l'exacto, puis je mets du scotch tape. J'ai vraiment pas de problème avec ça, mais en même temps, tu fais un peu n'importe quoi, puis ça sort bien, quoi. Le médium est beau en soi, tu sais. J'aime ça travailler avec des outils qu'il faut dompter un peu, tu sais, des Sharpies, là, essayer de faire de quoi de beau au Sharpie, j'ai un peu plus de mérite, je trouve. Oui, effectivement, j'aime pas trop ce médium-là. Mais n'empêche qu'il faut être très, très concentré parce que autant ça va rapidement l'aquarelle, autant il faut être tout là, Oh, pendant que tu le fais. Ouais, c'est ça. Quand même. Ensuite, pastel gras ou crayon de couleur? Crayon de couleur, oui, ça fait pas partie de ceux-là que j'ai colorié en 10 jours. Les planches au crayon de couleur ça a pris un peu plus de temps. Oui, ça c'est au crayon de couleur. J'en fais plus beaucoup de crayon de couleur parce que ça me fait des épicondylites, puis je peux plus dessiner pendant des mois et des mois parce que je pèse comme une débile. J'ai Delporte dans la salle qui, je pense, est plus douce avec ses crayons. Moi, je suis comme 100% tout le temps, puis je me fais mal. Fait que j'en fais moins. Même chose, crayon? Oui. Je pense que oui. À droite, je sais pas, mais je pense que oui, crayon de couleur. À gauche, manifestement. À droite, oui. Est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est un médium sous-estimé, parce qu'on associe ça à l'enfance? Ah non, c'est le fun. Oui. Moi, quand j'ai commencé, c'est à cause de Michel Ravaghetti que j'ai commencé le crayon de couleur. Et on était dans un festival à Moncton. Puis il m'a fait essayer ses Faber-Castell. Puis il m'a donné le meilleur conseil des crayons de couleur qu'on peut donner à quelqu'un, c'est achète pas une boîte, achète les 3-4 couleurs que t'aimes le plus, que tu peux te payer. Donc, j'ai fait ça, puis ça m'a vraiment rendu le plaisir de dessin que j'avais quand j'avais 6-7 ans. Là. C'était comme des étoiles plein les yeux juste à dessiner, puis je me réveillais la nuit pour me lever pour dessiner. Là. C'était vraiment nice. Jusqu'à ce que j'ai un tennis elbow puis une tendinite qui m'ont dit comme retourne à l'aquarelle, dude. C'est quand même un métier dur, là, non? Non, mais les gens, ils rient de nous. Tu dis ça à quelqu'un qui travaille sur des chantiers de construction, là, que tu fais un travail dur sur le corps, puis il te croit pas, mais tu te ramasses avec un collier cervical, avec des prothèses, des trucs, des orthèses, le bras débattu complètement. Bon, je fais plus attention maintenant. Ouais. J'ai plein incliné, puis j'ai lu le livre, je me souviens plus du nom de l'auteur, je suis désolé, qui s'appelle Drawing Stronger. Il y a vraiment un livre là-dessus sur genre la position du dos, comment, tu sais, avec la table. C'est vraiment mieux. Fait que ça va bien jusqu'à maintenant, je veux dire. Je suis prudent. Malgré ton grand âge, tu te portes bien. Ici, c'est médium mix. Ouais, ben tu vois, à gauche, c'est du crayon de couleur, puis à droite, c'est de l'aquarelle avec du crayon de plomb. Puis c'est assez seamless. Là, je le regarde de loin, c'est vrai, mais tu sais, on dirait la même histoire, mais c'est vraiment des médiums complètement différents. Là, je t'avais prévenu qu'on irait vite. Pour celle-là, je penche vers l'aquarelle, mais à un moment donné, je me demandais si c'était pas du feutre Pantone pour certains effets. Non, c'est encore de l'aquarelle. Ça, c'est aussi de l'aquarelle dans Ouais. dans les 10 jours. Là. OK. Dans les 10 jours de couleur. Manuel, cette image-là a été peinte avec quel médium? J'avais de la misère à déterminer si c'était vraiment de l'aquarelle ou seulement de l'aquarelle. Non, ça, c'est la gouache. C'est la gouache, Ouais. carrément. D'accord. C'est une technique qui, normalement, diluée. est détestée par tout le monde parce que à l'école, en Italie, on peignait tous, on achetait justement la boîte avec 12 couleurs de gouache. Mais le problème, c'est pas la gouache, c'était cette marque qu'on achetait en Italie, bon, peut-être ici il n'y a pas, du coup, je peux la dire, c'est Giotto. C'est vraiment la pire gouache du monde. D'accord. Et alors, tous les enfants, ils commençaient à détester le dessin et la peinture à cause de cette gouache. Mais si juste on change de marque, c'est une technique magnifique. Finalement, la gouache, c'est la technique plus ancienne de la peinture, c'est encore plus ancien que l'huile. Justement, Giotto, il faisait une espèce de gouache. Après, les médiums, ça change à chaque fois. Ça peut être l'œuf. Il y a la gouache, la tempera all'uovo, à l'œuf, non? Ou avec la colle de poisson, enfin, des anciens trucs. Maintenant, on fait tout avec de l'eau. Mais c'est une technique très ancienne et même les peintres, ils utilisaient ça
pour faire des croquis avant le table finale à l'huile. Il faisait un truc un peu plus vite fait à la gouache pour voir un peu les résultats dans la lumière et après se baser sur ça pour faire la vêtement. Mais c'est vrai que dans la bande dessinée, je n'ai pas vu vraiment des tonnes de gens qui utilisent la gouache. La différence avec l'aquarelle, c'est que tu peux faire tu peux remonter les couleurs sombres avec des couleurs plus claires. Tu peux mettre du blanc sur le noir. Alors que l'aquarelle, tu vas toujours faire des transparences assombrir. Ça, c'est la grande différence. Mais par exemple, au Japon, si vous connaissez, je pense que oui, les dessins animés de Miyazaki, comme ça, il y a les fonds, les décors, ils sont toujours faits plutôt à la gouache. Et là, il y a vraiment des grands maîtres de dessin à la gouache. Je me suis tapé tous les trucs sur YouTube des dessinateurs, des collaborateurs de Miyazaki, normalement qui te donnent juste vraiment des tuyaux pour par exemple peindre sur le papier mouillé, ou que ça gondole pas, ou comment faire. Enfin, j'ai beaucoup appris. Et ouais, je trouve que c'est comme un paire de chaussures très confortable pour moi, la gouache de maintenant. Enfin, si je dois faire 100 pages en bande dessinée, je sais, et bien, tout le monde sait que il faut aller avec des vêtements un peu confortables, sinon à la page 20, déjà, tu as mal aux pieds. Ouais, c'est une longue randonnée. Ouais, c'est un long chemin à faire. Du coup, il faut choisir quelque chose qui est agréable. Parfois, un stylo, c'est mieux une plume, comme ça. Alors, une illustration, on peut essayer de faire tout, mais dans la gouache, de la bande dessinée, il faut avoir, comment dire, voilà, comme j'ai dit. Bon, vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez expérimenté l'aquarelle, que vous avez laissé ça. Est-ce que vous avez expérimenté aussi d'autres médiums plus traditionnels? Oui, non, mais même l'aquarelle, je l'utilise encore pour l'aquarelle. Tout le monde, enfin, je remarquais que les grands aquarellistes, ils étaient des grands peintres à l'huile avant, parce que l'aquarelle, c'est une technique qui va très vite, qui permet des effets de lumière incroyables, mais qu'il faut savoir justement où toucher avec la bonne couleur et alors, avec les autres techniques, on peut essayer, on peut corriger avec l'huile. Par exemple, Sargent, un des plus grands aquarellistes qui a fait des vues de Venise très belles. Si on regarde l'œuvre à l'huile, elle est vraiment très solide. Ouais, ça dépend un peu des histoires. Il y a eu des moments où j'ai changé vraiment presque à chaque livre de technique. Je fais du charcoal, fusain, encre de Chine. Mais les derniers 3 livres, ils sont tous à la gouache. Et voilà. Du coup, je me suis un peu commencé à retrouver mes instruments, mes outils. Je me trouve bien avec ça. Geneviève, si je ne m'abuse, parfois les lacs brûlent et peints à l'ordi, non? Oui, je travaille. D'accord. Toutes mes finaux sont faits en fait, c'est au iPad de manière digitale. Mais je travaille mes étapes d'avant, c'est tout à la main. Donc, je fais un mélange des deux. J'aime vraiment chercher mes idées, chercher mon trait de crayon. Je trouve qu'il est plus vivant quand je travaille directement à la main. Donc, je fais vraiment tout direct sur un crayon, avec un crayon sur du papier blanc, très ordinaire. Je scanne le tout. Et ensuite, ben c'est ça fait quasiment 12-13 ans maintenant que je travaille avec la tablette graphique. Donc, moi, j'ai quasiment jamais touché au médium traditionnel. J'ai vraiment toujours fait mes finaux à l'ordinateur. Ça me permet c'est sûr, je me suis habituée aux raccourcis, aux techniques différentes, mais c'est intéressant parce que je peux vraiment aller comme corriger des couleurs facilement. Voilà, ben oui. Ou, il y a quand même il y a une difficulté en termes de dire quel brush que je vais prendre, puis c'est long à choisir, mais après ça, de pouvoir faire des corrections, c'est rapide. Non seulement des corrections, mais des tentatives, des essais. Ah, si puis là, tu reviens en arrière, puis ça n'a aucune incidence. Non, c'est ça, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Puis moi, dans mon approche un peu cinématographique, j'ai fait du cinéma d'animation, mais je trouve ça très intéressant pour pouvoir... c'est sûr qu'on peut le faire avec tous les médiums possibles, là, mais des fois, d'essayer différentes luminosités rapidement, sur l'ordinateur, ça se fait bien. C'est comme par exemple, ici sur la planche, c'est une journée de pluie, donc mes couleurs sont pas mal plus ternes.
que le reste de ma bande dessinée. Et même, il y a des couleurs qui sont carrément absentes. C'est vraiment que du gris, du vert, un petit peu d'orangé, là, mais c'est... On va y revenir à cet Oui. aspect-là. Jimmy, ton Jardin des complexes est un recueil de récits courts. On dirait bien que tes derniers projets qui se sont retrouvés dans ce recueil-là sont davantage peints à l'ordi aussi. Oui. Les outils numériques se sont peaufinés. Geneviève, tu disais, oui, ben là, il faut quand même, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'effets qu'on peut faire. Est-ce que toi, ça te plaît bien comme outil, Jimmy? Oui, mais je peux pas dire que c'est plus facile ou que ça me sauve plus de temps. C'est que un moment donné, tu sais, quand tu travailles avec un médium sur papier, la feuille te dit, OK, t'as fini. Alors que l'iPad, au contraire, il dit comme, oh, tu améliorer un peu? Tu comme, tu sais, une petite amélioration. Oh, peut-être ça pourrait être changé. L'anatomie, tu trouves pas que le coude, il cloche un peu? Donc, ça me prend exactement le même temps. L'affaire, par contre, c'est que le résultat ressemble plus à ce que j'ai dans la tête au niveau du cadrage. Fait que parce que, tu sais, des fois, tu commences ton dessin, puis le personnage est un peu trop à droite, ben, tu vis avec sur papier un peu. Alors que là, ben, je le tasse, je le réduis. Puis les anatomies, je suis vraiment névropathe, là, sur regarder comme les films de ces pages-là, parce qu'ils enregistrent, ça, c'est le fun avec l'iPad, là, mais ils enregistrent nos pages, comment ils se confectionnent, tu sais. Fait que tu peux les regarder plus tard, comment c'est hallucinant, là. Des fois, mes yeux, c'est comme juste un point noir, mais ce point noir-là, il y a 3 heures dedans, des fois, là, c'est complètement dingo. Alors que, c'est ça, à l'aquarelle, tout ça, c'est comme, ça sort, c'est l'expression, il y a quelque chose de, c'est ça. Oui, ça va plus vite d'une certaine manière. Pour la mise en scène, ça va beaucoup plus vite parce que, justement, tu tripotes à l'envie. Mais après ça, justement, le perfectionnement, les fucking nuages, là, ça n'a aucun bon sens à quel point j'ai travaillé sur ces nuages-là. C'est juste si on les lit pendant une seconde, là. Mais tu sais, les superpositions, il y en a devant, derrière des bleus, tout ça, puis c'est comme, ah non, cette ligne-là est trop. Puis 3 semaines plus tard, je l'enlève, puis après ça, j'en ajoute une, puis je la tasse. Depuis ce temps-là, il fait toujours beau dans tes BD, il n'y a plus de nuages dans le ciel. C'est encore pire, je suis un peu maso. Ouais. Non, mais là, ça nous ramène, mesdames et messieurs, à loin dans le temps. Le milieu de la bande dessinée au Québec, c'est quand même un assez petit milieu, de sorte que je connais Jimmy depuis longtemps. Et puis, il y a 25-30 ans, tu m'avais dit que tu étais en mode de recherche, d'expérimentation et de recherche d'un moyen de réaliser une planche de bande dessinée plus rapidement pour garder une certaine spontanéité, puis que tu abandonnais l'ancrage, tu voulais plus ancrer, tu voulais que ça aille, toi, tu voulais raconter, tu cherchais comment accélérer le processus. Et là, tu es en train de me dire que ça te fait faire un peu le chemin inverse. Là. On change, on vieillit, tu sais. Mais je sais pas, non, j'ai encore cette espèce de fantasme-là de faire un livre qui serait aussi rapidement fait que le lire, là, tu sais. Mais il y a des projets pour ça, puis il y a des projets pour ça. Tu sais, ça, c'était une histoire courte / longue de 48 pages. Là. Puis je voulais vraiment je voulais qu'elle feste, tu sais. Je voulais qu'elle émeuve. Puis dans un truc aussi, tu sais, j'ai toujours comme essayé de trouver des nouvelles manières de travailler, mais plus ça va, plus je trouve qu'il y a quelque chose dans les méthodes de Machereau, là, les méthodes un peu classiques, storyboard, le tour de case, tout ça. Il y a vraiment de quoi dans l'hypnose de lecture qu'on entre profondément dans ce système-là. On s'abandonne, puis on peut vraiment être ému par des histoires qui ont cette espèce de frame un peu classique-là. Puis on dirait que, je sais pas, j'ai tendance à m'en aller de plus en plus vers franco-belge classique, mais avec des histoires qui le sont peut-être pas. Là, mais okay. moins effronté peut-être que quand j'avais, je sais pas, 25-30 ans. On va faire le calcul un peu. Quand tu étais petit? Non, mais quand je t'ai dit ça. OK. Manuel, est-ce que tu as expérimenté la couleur par ordinateur? Oui, je n'ai fait ça dans des histoires courtes, parfois. Et, alors, pour moi, la couleur plate, comme ça, c'était comme un rêve des dessinateurs de bande dessinée dans les années 80, 90. Non? Nous, on utilisait des espèces de films qu'on découpait avec, à l'époque, quand j'avais 15 ans, avec le Perfecto. C'est vrai. Et après, c'était un truc très, très laborieux, mais le fait d'avoir la couleur complètement plate, comme ça, c'était magique. Et du coup, parfois, quand j'ai fait la bande dessinée en numérique, colorée en numérique, ça me donne cette sensation-là. Mais de l'autre côté,
moi, je trouve que de plus en plus que je vieillis avec ce métier, ça m'énerve d'être en face d'un écran. Soit-il un écran d'ordinateur ou une tablette, j'ai de plus en plus envie de passer mon temps avec, genre, à me salir complètement, à gratter sous les choses. Quand je vois en plus les choses, les nouvelles images de l'intelligence artificielle sur Midjourney, je me dis que la prochaine bande dessinée que je vais faire avec un petit bâton sur le sable. Genre, revenir à l'arrière le plus moins technologique C'est poétique. possible. Ouais, c'est pas que c'est juste parfois, il me semble un métier différent, de travailler à l'ordinateur, et j'adore les ordinateurs, et j'ai vraiment rien contre eux. Mais, essayer de prendre un crayon, le truc qu'on utilise à l'école, craie, hein. Un gros craie et faire par terre, ou sur un mur. L'autre jour, on a fait avec mon fils, il y avait un truc à Venise en bois qui était abandonné, une espèce d'échafaudage en bois. Et tous les gens, ils se plaignent parce qu'ils ont abandonné l'échafaudage là, et c'est moche. Du coup, on a pris des gros unipost, on a fait un dessin là-bas, et c'est un truc magnifique. J'ai jamais eu l'occasion de faire un geste comme ça, parce que je suis toujours comme ça. Et tout ça, il me fait, comment dire, il me rapproche vachement au acte du dessin, que c'est un acte tellement primordial, tellement beau, tellement, comment dire, le premier dessin de l'homme dans la grotte, c'était même pas avec des instruments, c'était avec les mains. C'était comme une espèce de danse, plus encore que... Il n'y avait pas d'intermédiaire, c'était le corps directement qui déjà un dessinait sur la pinceau, surface. c'est comment technologique. Ouais. Et j'adore ces trucs-là vraiment de toucher les choses. Parfois, j'achète des couleurs juste pour les noms du couleur. Là, je vais à un magasin, c'est bleu d'Orient. Ouais, on achète tout de suite. Comment je peux pas avoir un bleu d'Orient? Je sais pas, orange de Persie, persienne, comme ça. Voilà. Donc, il y a un aspect sensoriel. Le toucher, oui, les gestes. Oui. Enfin, parfois, je me dis aussi, la grosse différence aussi avec l'ordinateur, c'est qu'une fois qu'on a fait un trait, le trait est fait. On n'a pas le contrôle, le pomme Z pour dire, ah non, c'était pas bien. Et ça aussi, bien sûr que c'est une limite très grande, mais en même temps, c'est comme un saut, comme tu sais, les acrobates qui font un saut sans le réseau, le fil, hein. Du coup, soit ça marche, soit ça marche pas. Parfois, fin de journée, la planche est bien faite, tu dis, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Bon, non, je laisse, c'est pour demain matin. Et ça, je vois aussi cette sorte de, comment dire, d'exercice comme ça, je le vois aussi comme une espèce de déontologie de mon métier. Il y a une espèce de danger aussi à rater son travail. La couleur peut se faire réaliste ou alors expressionniste. Et là, j'aime bien la définition de Wikipédia. Une fois n'est pas coutume, donc je cite Wikipédia. L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur, au lecteur, une réaction émotionnelle. Donc, l'idée, c'est de s'éloigner de la réalité puis de viser plutôt une émotion. Jimmy, qu'est-ce qui t'incite à opter pour une approche tantôt réaliste ou plus souvent dans ton corpus là, non réaliste de la couleur? Ben, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère. Je trouve ça réaliste, mais je suis daltonien aussi. OK. D'accord. Mais non, je sais pas. Il me semble, comme un crépuscule, les couleurs sont toutes fuckées, là, tu sais. Puis c'est le fun, t'es sur le bord de la mer à Kamouraska, puis c'est pas à Kamouraska que ça se passe, c'est de l'autre bord du fleuve, donc c'est pas vraiment possible. Mais les ondes marchent-tu? Oui, ils s'en vont toutes vers le fleuve. Je sais pas, je le vois comme ça, je l'imagine comme ça, puis des fois, je découvrais la scène comme ça dans ma tête. C'est un peu plate comme réponse, je suis désolé, j'essaie d'être plus éloquent. Mais je voyais ça plus chaud mais violacé en même temps comme couleur. Mais c'est ça, des fois, les couchers de soleil, ça va. Mais la plupart du temps, oui, on raconte quelque chose, on veut exprimer quelque chose, donc tu bascules dans ce côté onirique du dessin-là. Dieu merci, on y a accès. C'est pas un plus facile à faire qu'au cinéma, j'imagine.
Donc, j'en profite goulûment, mais des fois, tu fais juste le sentir. Tu fais que, là, je pense toujours, j'essaie d'utiliser assez peu de couleurs par scène. C'est souvent, tu sais, parce que la couleur s'est projetée un peu vers nous, puis le noir et blanc, on rentre dedans, tu sais. Puis moi, je veux vraiment qu'on rentre dans mes histoires. T'sais. Pour moi, quand je lis, quand je vois des films, des fois, j'ai regardé un film de Fritz Lang dernièrement, j'ai vu qu'il était en couleur, j'étais déçu, parce que vraiment le noir et blanc, j'ai vraiment l'impression qu'on a un mouvement d'entrée dedans, tu sais. Puis la couleur, c'est projeté vers nous, c'est chatoyant. C'est comme quand je lis du Matoti, des fois, je lis ça, Lorenzo Matoti, compatriote, je te regarde. C'est épouvantable ce que j'ai fait. Mais je suis là, puis c'est beau, c'est chatoyant. Puis je dis, oh mon Dieu, c'est beau. Puis là, après, de quoi ça parlait déjà, cette affaire-là? Parce que je suis comme en rapport de esthétique, tu sais. Puis le noir et blanc, j'entre dedans. Fait que je trouve qu'en bichro, en utilisant très peu de couleurs, on maintient, on reste un pied dans l'hypnose de lecture. On est capable d'encore être en abandon dans la lecture, tout en utilisant l'attirail qu'on a de couleurs, de subjectivité, puis d'expressionnisme, de distorsion, tu sais, qui est éloquente, qui raconte ce qui se passe avec les personnages. Là. Les petites conversations, tu sais, c'est juste comme 3-4 phrases, mais ça en dit beaucoup sur le gars qui voulait se pousser, tout ça, puis qui confiait à son ami qu'il voulait tout jeter, même l'eau du bain, le bébé, et tout, tu sais, puis il voulait repartir à zéro, c'est pour ça qu'il s'est acheté comme un hôtel au bout du monde. Donc, je trouvais qu'il y avait de quoi de quasiment avouer une trahison par rapport à ses amis, de dire comme il a vraiment fallu que je crisse tout là, puis je me pousse au bout du monde. Donc, ça exprimait ça, ces couleurs un peu violacées. Je retiens deux choses, que c'est super intéressant, ce que tu dis, que c'est comme si le noir et blanc était une invitation à ce qu'on pénètre dedans, tandis que la couleur, c'est quelque chose qui vient vers nous. J'essayais de pas utiliser le mot pénétrer pour pas faire des giggles dans la Je l'ai dit. L'autre chose qui est intéressante que je retiens, c'est que tu es daltonien. On va revenir à nos autres invités très, très rapidement. Pardon. J'aimerais... mais non. J'aimerais que tu commentes les deux extraits qui suivent, celui-ci puis le prochain, où les personnages sont représentés en couleur réaliste. Bon, si je peux dire, c'est une façon de parler, là. Alors que c'est pas le cas du décor. Ici, bon, évidemment, le bleu suggère la nuit, là. Et puis ici, c'est quand même assez audacieux. Alors que les personnages sont représentés assez conventionnellement sur le plan de la colorisation. Ben, j'aime ça qu'on trouve les personnages, qu'on les reconnaisse comme d'une claque. Mais après ça, c'est ça. Je veux pas comme trop en mettre, mais bien choisir. Tu sais. Puis ça, c'est drôle parce que c'est un rêve que j'avais fait avec cette fille-là. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. 28, 29, 30. Puis quand on s'est connus, j'ai rêvé à ça. J'ai rêvé qu'on se donnait un vrai bon câlin sur un toit pendant le coucher de soleil. Puis j'y avais raconté ça, puis je la creusais dans ce temps-là. Puis en fait, c'est arrivé juste l'année passée. C'est comme quasiment 30 ans, plus de 30 ans d'amitié très proche, puis très forte plus tard. Donc, pour moi, c'est un plan qui est super important, mais que je ne dis pas dans le livre que j'ai fait ce rêve-là. Mais là, on le sait. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a comme il est comme chargé, ce dessin-là, notamment à cause de ça. Mais c'est ça, d'y aller avec blanc, jaune, de se rester le plus simple possible, tout en étant le plus porteur de l'atmosphère du moment. C'était vraiment un moment nice. C'était un beau partage. Puis en 30 ans d'amitié, on n'a jamais été aussi proche que, tu sais, genre, tu sais, à plat devant moi, je donne un câlin, tu sais, on se touche, tu sais, des gens comme ça va aller, tu sais. Puis on était dans des estis de mauvaises passes. Fait que, c'est fou comme on parle de quelque chose qui pourrait n'être que technique, mais dans le fond, tu vois, ça reste jamais seulement technique, hein. Manuel, parle-nous de ton rapport à la couleur en lien avec ce dont je parlais tantôt, la dualité entre réalisme et expressionnisme. Là. Par exemple, dans cette double planche-ci, il y a un contraste entre des couleurs chaudes et des couleurs froides. Et déjà, ça, c'est déjà un exemple de quelque chose qui suggère au lecteur une ambiance, des émotions. Souvent, je pense, Jim a fait le nom de Lorenzo Mattotti. Lorenzo Mattotti, c'est un dessinateur italien de bande dessinée qui m'a beaucoup influencé. Et quand je commençais à faire la bande dessinée, je suis allé souvent chez lui pour lui demander des conseils, comme ça. Et une fois, il m'a dit une chose comme, par exemple, non, si on doit retenir une couleur de cette salle, de cette rencontre, non, c'est quelle couleur? C'est pas genre la couleur des chaussettes ou de lacets des chaussures de quelqu'un.
c'est genre la couleur, la dominante. Hein. Enfin, c'est quoi? À chacun, je pense, qui, dans les souvenirs, peut se dire peut-être cette rencontre était bleu clair ou vert haut. Et ça, c'est très important parce que ça permet, la plupart du temps, ces couleurs, ça n'a rien à voir avec vraiment le physique de la salle, mais c'est peut-être parce que quelqu'un en face de nous avait un t-shirt et nous, on a concentré sur ce t-shirt tous nos souvenirs. Mais ça nous permet de partir avec un grand dominante, que c'est comme dans la musique, par exemple, un concert, une sol maggiore, une A majeur, non? Enfin, c'est, comment dire, la base. Et sur cette base, on fait des variations. Et cette base de couleurs, ça peut être deux couleurs complémentaires, non? Par exemple, disons, jaune et violet. Là, je regarde ici, non? Enfin, bon, là, il y en a un peu plus, mais alors on se dit, on séquence un jaune-violet. Après, on peut mettre aussi des chaussettes rouges ou un t-shirt vert, mais la grande, comment dire, mélodie dominante est celle-là, et peut-être une mélodie, comment dire, joyeux, triste, pathétique, dépressive. Enfin, ça, c'est la chose que j'essaie de faire, de pas utiliser la couleur comme quelque chose, mais là, Jimmy et Geneviève, ils font la même chose. Pas d'utiliser la couleur comme quelque chose qui vient après pour rendre le dessin un peu plus joli, mais de la faire rentrer comme un personnage principal tout au début, non? En plus, parce que la couleur, la grande différence entre nos bouquins et un bouquin écrit, c'est que si on achète un roman, on peut pas juger le roman en l'ouvrant comme ça. On peut dire un maximum, c'est une belle police, une belle interligne, mais plus que ça, on peut pas dire. Alors que chez nous, même si on ne lise pas, si on ouvre un roman, on le feuillette comme ça, une bande dessinée, on peut déjà, comment dire, rentrer dans une espèce de harmonie, non? Une harmonie, esthétique. Ouais. une esthétique harmonique, pas harmonique, dissonante, mais on est déjà dedans. Enfin, si on rentre dans une bande dessinée tout en jaune, c'est déjà, comment dire, une grande chaleur qui nous envahit, non? Et voilà, du coup, pour moi, surtout dans cette séquence-là, on se rapproche. Cette séquence-là, c'était pensé une histoire, c'est une histoire à Berlin, hein, qui se joue à Berlin dans les années 90. Et il y avait des locaux comme ça, illégaux, où on les découvrait en suivant des petites bougies, parfois. Et la bougie, vous voyez, la première case en haut à gauche. Et en suivant ça, on arrivait à une espèce de porte, comment on appelle ça, un grillage. On ouvrait les grillages, on rentrait, et là-dedans, il y avait tout de la psychédélie, les couleurs, les lumières colorées. Et du coup, là aussi, c'est, comment dire, on démarre presque avec l'obscurité, du coup, l'absence de la lumière, du coup, l'absence de la couleur. Et on découvre une couleur à la fois, comme ça, qui nous amène dans la salle et qui finalement nous raconte une histoire qui est une histoire parallèle à l'histoire, après des personnages, les textes qu'on lit, tout ça. Geneviève, tantôt, tu disais, bon, cette scène-là, c'est sous la pluie, les couleurs sont, pour ainsi dire, un peu délavées. Là, j'aimerais qu'on parle de l'autre thème de la rencontre, qui est la lumière. Quand on fait de la photo, c'est peut-être la chose, personnellement, c'est ce que je trouve le plus délicat et le plus difficile à maîtriser, la lumière. Est-ce qu'en colorisation, en bande dessinée, la lumière est aussi complexe, aussi difficile à maîtriser? Moi, je pense que c'est surtout important de l'utiliser pour servir le récit. Dans le fond, tu sais, pour moi personnellement, dans chaque scène que j'ai fait de ma bande dessinée, j'ai pensé au thème de ma bande dessinée, j'ai pensé où est-ce que ça allait se passer, puis qu'est-ce qui allait servir ces couleurs, comment ça pouvait comme aider les thèmes que je voulais apporter ou les moments. Comme il y a des moments que c'est un peu plus comme c'est l'automne, c'est terne, c'est souvent dans les moments comme plus ordinaires, tu sais, qu'on suit un peu la vie. Puis quand il y a des moments un peu plus épiques, là, il y a des plus grands contrastes. J'ajoute, ouais, exactement. C'est un immense incendie. Ça, c'est la scène la plus importante du livre, où est-ce qu'il arrive à un lac qui est en feu. Le lac est extrêmement impressionnant, puis je voulais vraiment que les gens comprennent qu'on est rendu à une autre portion du texte, qu'on est rendu au moment comme que c'est quelque chose qui va se passer là. Puis quand, tu
sais, le contraste du feu, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand tu es sur le bord d'un feu, ben, tu peux jouer avec les ondes, tu peux jouer avec la lumière. Ici, dans ma bande dessinée, c'est la seule fois qu'il y a des ombres portées. Le reste du temps, il n'y en a pas du tout. Donc, tu sais, je me suis dit, je me suis vraiment gardé les ombres portées pour ce moment-là, parce que je savais que ça allait affecter plus le récit si je l'utilisais que là, que si je l'utilisais tout le temps. Jimmy, si on revient sur cette planche-là, il y a la lumière qui provient d'une source électrique à l'intérieur du chalet, qui est jaune, et il y a la nuit qui est bleue, et le reste, c'est au crayon blanc. Oh non, c'est du crayon de couleur gris. OK, en tout cas, bref, c'est comme si c'est un mélange c'est une double planche qui est à la fois en noir et blanc et en couleur. Et l'effet, moi, je trouve ça magnifique. Ah, merci, c'est fait. Mais je vais juste dire, Geneviève, que le travail justement sur la lumière dans ton bouquin, je l'ai vu un peu comme se construire ton bouquin, puis je l'ai lu à plusieurs étapes, mais tout ce travail-là sur la lumière, les ondes portées, tout ça, j'ai découvert ça comme c'est le bout que j'ai découvert à la lecture du vrai livre imprimé, puis c'était une grande joie, puis j'étais comme tout ébloui de voir ce moment-là que j'avais pas vu se construire. Merci. Désolé d'avoir hacké, là, mais je voulais juste en profiter pour le dire que c'était vraiment délicieux. Puis ça, ouais, ben c'était pendant un 24 heures. On voulait me faire un 24 heures au crayon de couleur. Je le recommande à 0 personne sur la planète. Ça fait vraiment mal. Mais j'ai fait ça, c'était comme 1 heure par page. Puis donc oui, le camailleux, genre des bleus, des gris, tout ça, c'est bon pour aller vite. Mais je voulais, c'est ça, l'éclairage électrique qui reflète un petit peu sur les robes pendant que les deux filles sortent courir dans la forêt avec une certaine irréalité dans le mouvement. Manueli, dans cette scène-là, d'abord, c'est tiré de l'album Hypericon qui relate, entre autres, la découverte du tombeau de Toutankhamon par le groupe de l'archéologue Howard Carter. Il y a une brèche qui a été percée dans la porte qui fermait l'antichambre du tombeau. Donc, il filtre juste assez de lumière pour éclairer le trésor en partie, là. Et tout dans la BD, dans cet extrait-là, dans cette séquence-là, tout prend la couleur de l'or. Est-ce que tu as particulièrement travaillé, peaufiné les couleurs sur le plan de la lumière pour ces scènes-là dans le tombeau, avec une lumière qui est si limitée dans l'espace, là? Oui. Alors, il faut dire que là, le journal de Carter, c'est l'archéologue qui a trouvé le trésor de Toutankhamon, que c'est le seul trésor qui n'était pas fouillé par des voleurs pendant les milliers d'années. Hein. Du coup, il raconte ça dans son journal, et c'est un journal de grande valeur littéraire aussi, à côté de la valeur archéologique, parce qu'il lui écrit comme un vrai écrivain. Il met non seulement les résultats archéologiques, mais aussi les émotions Il y a un souffle romanesque. Oui, c'est vraiment, et cette scène-là est décrite d'une façon vraiment très allaitante. Enfin, il me semblait de lire quelque chose de Stevenson. Et il décrit comme ça, il a juste un bougie, une chandelle qu'il introduit dans cette espèce de trou. Et dès qu'il le met dedans, au début, il utilise la chandelle juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de gaz dangereux qui sortent, parce qu'on ne sait jamais. Enfin, cette porte était fermée pour plus de 3000 ans. Il pouvait tomber ça pourrait être quelque chose de dangereux. Mais du coup, non. Alors non, il y a juste de l'air chaud qui ressort. Et après, il commence, j'imagine aussi que sa pupille, sa pupille s'habitue à l'obscurité, et il commence à voir des choses qui brillent dans l'obscurité. Et il brille parce qu'il y a plein d'or dans la salle. Et il y a le financiateur derrière qui lui demande, Carter, vous voyez quelque chose? Et lui, il écrit dans le journal, oui, des choses merveilleuses. Alors, comment décrire cette scène-là? J'ai essayé vraiment de réduire le chromatisme à cet seul élément de l'or qui brille partout. J'imagine aussi, moi-même j'habitais assez longtemps en Égypte, et le souvenir que je garde de l'Égypte, même pas dans les endroits archéologiques, mais partout, c'est cette poussière dorée qui est partout. C'est la sable qui vient du désert, et même
dans les rues du Caire, il y a toujours cette poussière dorée partout. Du coup, on n'a jamais un vue comme ici, vraiment très transparent. Tout est toujours filtré. Voilà, comme un filtre doré partout. Et bah, surtout ici, pour les discours que je faisais avant, pour recréer cette poussière, je me suis acheté un vieux aérographe. Quelqu'un de vous connaît cet objet mystérieux? C'est quelque chose qui était très... Oui. Très populaire dans les années 80. Dans les années 80, c'était très utilisé pour faire des images assez trash sur les motos, sur les voitures, comme ça. Mais c'est un outil magnifique, je trouve. Parce que c'est de travailler avec de l'air coloré, finalement. Ça, c'est pas de la peinture avec un pinceau, c'est air coloré. Et je me suis acheté un truc à 50 € sur Internet et tout de suite, je me suis acheté un truc à 150 € parce que je me suis dit, non, là, il vaut la peine de y aller. C'est très laborieux, comment dire, je l'utilisais juste pour cette seule-là, mais à la fin, je trouve que j'ai réussi un peu à faire ce que qui était dans mon film intérieur, disons. Ouais. Du coup, voilà, enfin... Et l'intérêt, c'est aussi de restreindre le regard du lecteur. On essaie de montrer au lecteur ce que Carter lui-même arrive à voir avec la lunette. Oui, par exemple, dans la case à droite, en haut, on voit juste un petit bout de la case. Tout à gauche, il n'y a rien, parce que j'imagine qu'il n'a pas introduit de la chandelle, il a tout vu. OK. Non, il a juste vu des petits trucs. En plus, c'était des objets très mystérieux. Enfin, même en les éclarant après, on comprenait pas à quoi servait ça. C'est des choses dans civilité qui est comme qui est comment dire, en distance avec nous comme des extraterrestres, plus ou moins. 3501, on n'arrive pas à comprendre ça. Et du coup, ça, c'était pour moi comme un défi. Je l'ai fait quatre fois. Ah oui, quand même. Mais voilà, il y a aussi des passages comme ça dans les bandes dessinées où il faut... C'est des défis. Ouais. Bon, on va conclure avec Geneviève avant de passer on va se garder un petit peu de temps pour les questions dans l'assistance. La couverture de parfois les lacs brûlent fait voir des dominantes vert kaki et je dirais orange brûlé. C'est en toute logique, hein. Et en fait, c'est le cas à l'intérieur aussi. C'est vrai pour l'intégralité de l'album. On reste pas mal dans ces couleurs-là, le gris et le vert, kaki, puis parfois des bruns, je dirais vers le brun patate. C'est pas très sexy comme expression, mais c'est ce qui me vient. D'où t'es venu? Comment t'es venu? Pourquoi ce parti pris, ce choix de limiter ta palette de couleurs comme ça? Ben, en fait, de manière personnelle, je travaille vraiment souvent avec des palettes de couleurs très limitées parce que je trouve que ça fait un côté graphique très intéressant. Puis à un moment donné, des fois, quand tu commences à jouer avec trop de couleurs en même temps, tu finis par t'y perdre. Et des fois, donc, d'avoir décidé de choisir que ces deux couleurs-là, ça m'a forcé à me dire, OK, comment je peux exploiter ces couleurs-là pour que ça rende le rendu que je veux faire. Et aussi d'avoir choisi ces deux couleurs-là, c'est des couleurs automnales, encore une fois. Donc, tu sais, ça allait de pair là, de pouvoir utiliser ces couleurs dans le récit, vu que la forêt est vraiment présente. Et ça fait un contraste, le vert avec le rouge, pour pouvoir voir le feu aussi. Tu sais, je savais que, dans le fond, mes deux dominantes, c'était la forêt, le feu. Donc, tu sais, quelle couleur, logiquement, s'en allait vers ça? J'ai choisi ça. J'ai fait plein de tests de couleurs avant de vraiment comme dire oui, c'est ça que je veux. Puis là, tu vois, on a une scène intérieure, puis ça fonctionne encore avec les mêmes valeurs de couleurs qui sont légèrement teintées parce que c'est sombre. Oui, dans le fond, j'ai repris exactement les mêmes couleurs, mais je les ai vraiment foncées pour qu'on comprenne que, tu sais, il arrive le soir chez lui, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, on a peut-être juste la lumière qui vient un peu de l'extérieur. Donc, tu sais, il y a même on voit comme dans la case 3, on devine que des meubles, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais c'est pas important parce que il fait noir, justement, c'est ça, voit pas très bien. On voit jamais tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est un bon défi de pouvoir utiliser que ces couleurs-là pour faire un récit complet comme ça. En fait, quand on a des contraintes qui nous sont imposées par l'extérieur, par un client, mettons, ça lui fait pas toujours plaisir. Mais quand on s'impose à soi-même des contraintes, c'est souvent
très, je trouve, productif, très générateur, très, très motivant. Ça circonscrit un peu notre travail. Puis, c'est comme tu disais, à un moment donné, on pourrait s'éparpiller. Puis là, non, ça nous donne une ligne à suivre. Là. Oui, puis c'est ça, en travaillant avec le numérique aussi, c'est vraiment facile de se perdre dans les couleurs, là, tu sais. Dans le fond, pour être sûr que je m'en tienne aux couleurs que j'allais faire je fais tout le temps des tests de couleurs, parce que si je fais les couleurs en même temps que faire le propre, je vais commencer à trop tester des affaires, puis j'y arriverai pas, puis ça va me prendre 4 heures de plus juste pour ça. Ouais. Donc, tu sais, d'avoir comme mon petit guide visuel de comment je vais faire mes couleurs, ben au moins, tu sais, après ça, je sais où est-ce que je m'en vais, puis je passerai pas, c'est ça, Voilà. trop d'heures dessus. Allez, merci à vous trois. On passe à vous, mesdames et messieurs. Il y a un micro ici, ou alors si les gens vous avez des voix de stentor, lancez-vous. Soyez pas timides, profitez-en. Si vous avez des commentaires ou des questions sur la couleur. Parce que sinon, moi, j'en ai d'autres questions, mais c'est à vous autres, là. C'est à votre tour. Là. Ah, peut-être que Jimmy avait une réponse sans avoir de questions. Parce que sinon, moi, je vous emmenais sur... parce que tous les trois, dans le fond, ça me frappait, là, c'est que dans vos différents albums, bon, ici, dans cet album-là, c'est une quasi-bichromie. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais comme tu disais, Manuel, il y a cette espèce de poussière dorée qui colore un peu tout en Égypte. Bon, Jimmy, dans ton dernier album, puis de façon générale, souvent, tu te limites à un certain nombre de couleurs. Et c'est fou comme ça ne limite pas pour ce qui est d'exploiter la lumière. La lumière, dans cet exemple-là, est magnifique. Oui, non, ben j'ai du fun avec ça. C'est une question, justement, de contraintes, de se dire comme, OK, en étant graphique aussi, comme Geneviève disait, je trouve ça... C'est assez intéressant de le dire, comme, tu sais, ça fait des images composées avec une géométrie très claire. Il y a peut-être un truc... c'est pas nostalgique, mais c'est un peu rétro, là, de travailler juste avec deux puis de pousser ça, tu sais, le plus possible. Puis ça, tu sais, c'est imprimé en quadrille, là, tu sais, j'aurais pu le faire un rainbow total, là. C'est pas une question économique, c'est vraiment parce que, tu sais, ça, je voulais ce côté graphique-là, puis je voulais vraiment que la lumière, comme flash, elle pète, là, tu sais, le vert est comme un petit peu trop foncé, tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais. Ça veut dire que quand tu as une ombre portée, comme la fille qui regarde la télé, tu peux faire un paquet d'atmosphères, tu peux jouer aussi, l'ombre portée est verte, en haut est noire, elle se fond avec son gilet, puis... Oui, le sofa, il est tantôt noir, tantôt blanc. C'est pas là, on n'est pas là, là. Non, c'est ça. Je joue avec ça, puis je fais la meilleure construction, puis la construction qui est la plus éloquente pour l'atmosphère que je veux donner. Puis c'est ça, c'est pas des outils. Tu sais, ça, avec l'aquarelle, ça irait beaucoup plus vite. Avec le crayon de plomb, ça irait beaucoup plus vite. Avec crayon de plomb, gomme à effacer, ça clencherait pour avoir ces atmosphères-là. Mais le faire comme ça, c'est juste comme, tu sais, l'asseoir dans une... Tu sais, prendre des décisions aussi. Je suis pas dans l'ambivalence, là. Je suis comme, je tranche. Ça, c'est noir, ça, c'est blanc, ça, c'est vert. C'est quelque chose qui est plus un défi pour moi. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Oui? Oh, monsieur, oui. Ça chie, comme on dit. Comment est-ce qu'on utilise le jaune? Je trouve que c'est une couleur que, quand j'utilise mon crayon, en plus, c'est difficile de le faire sortir. Et je ne sais pas s'il y a des... Je sais pas, il faut le garder propre. En tout cas, avoir une feuille à côté pour nettoyer la pointe, c'est souvent parce qu'effectivement, c'est une couleur un peu salissante. Je ne sais pas si Manuel, tu as plus d'expérience. Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question. Dit que le jaune est difficile à utiliser parce qu'il est salissant, parce qu'il se salit facilement avec les autres couleurs, il se mélange trop avec les autres couleurs. Ma technique, c'est d'utiliser pour premier les couleurs plus claires et plus, comment dire, qui doivent rester propres, et puis à fur et à mesure sombrir comme ça. C'est la chose que je connais pour ne pas salir. Mais je voyais, par exemple, vous connaissez Brecht Evans, c'est un grand illustrateur et dessinateur de la Belgique. Et
Et il fait à moitié des trucs assez incroyables, mais il démarre toujours avec les lumières. Du coup, les choses qui doivent rester propres, non? La lumière, des couleurs plus claires, et après il va sombrer à fur et à mesure. Je pense que ça peut être une bonne solution pour notre ami. Même principe que si on peint une pièce chez soi, puis qu'on fait du découpage parce qu'on a 2 couleurs dans la pièce, on va commencer par la couleur la plus faible, entre guillemets, la plus pâle. Mais comment dire, la chose que j'ai découvert dans toutes les années où j'ai fait mon métier, est qu'aujourd'hui, je peux te dire ça, et demain, le contraire. Parce que c'est un peu comme ça. Oui, mademoiselle, en avant. Moi, j'avais une question au niveau de votre technique de travail à chacune, du passage de l'original au numérique pour après ça aller à l'impression. Comment est-ce que vous fonctionnez pour avoir des belles couleurs? Est-ce que c'est un scan? Est-ce que c'est des photos? Est-ce que vous avez compris derrière la question? OK. La question, c'est de quelle manière il procède pour passer du traditionnel au numérique. D'abord, à quelle étape, puis comment ça se passe. Puis Geneviève en a parlé un peu tantôt. Pour l'impression. C'est ça, c'est pour l'impression, pour pas que ce soit complètement démoli. Ouais. Ça. Ben, je pense que c'est toujours un petit risque à prendre, là, parce que même, tu sais, moi, je travaille, mais quand tu travailles traditionnel, ben, c'est toujours pas évident d'avoir un scanner ou de prendre une photo, de retrouver exactement les mêmes couleurs que qu'est-ce que tu as quand tu le vois, parce que tu n'as pas les mêmes luminosités, etc., que quand tu le fais. Donc, déjà, c'est d'avoir un ajustement sur l'ordinateur ensuite, mais j'ai l'impression que ce ne sera jamais 100% fidèle à ce que tu fais. Mais même niveau numérique, ce que j'ai fait, moi, comme planche sur mon ordinateur est différent de comment c'est sorti de manière imprimée. Donc, je pense qu'il y a toujours un petit laisser-aller qu'il faut faire de dire, ben il vit différemment de manière numérique, de manière papier. Puis moi, personnellement aussi, mes couleurs, ben, vu que je suis à l'ordinateur, ils sont rétro-éclairés. Il y a de la lumière derrière, donc je les verrai jamais de manière papier et numérique de manière pareille, en tout cas. C'est vraiment... Pour moi, c'est de l'expérience. Là. C'est comme quand je travaille, je sais ce que ça va avoir l'air en CMYK, beaucoup plus maintenant qu'au début. Puis des fois, je travaille de plus en plus comme avec des pantones, puis des papiers fluo, puis tout ça. Puis là, je m'amuse un peu plus à... Mais puis aussi, je travaille avec des crayons, des carandaches luminances qui sont magnifiques, mais c'est absolument impossible à reproduire. Sauf que j'ai vraiment réussi une couple de fois. Pas à reproduire la couleur, parce que des fois, c'est comme impossible, mais à reproduire la relation entre les couleurs, de vraiment bien préparer ça pour le CMYK. Puis, les carandaches... Carandaches luminances. Luminances. C'est comme un peu fluo, quoi? Ils sont vraiment très fruités. D'ailleurs, ils s'appellent comme olive, aubergine. Ils ont tous des noms de bouffe. Ils sont incroyables. Puis Julie, qui était là, Julie Delporte, elle les utilise aussi. On s'en commande en même temps à Coop Saint-Laurent. Mais c'est ça, c'est qu'ils sont très, très lumineux. Puis c'est le fun de travailler avec eux autres parce que c'est une joie de voir ça apparaître sur le papier. C'est vivant, puis c'est trippant. Après ça, tu scannes ça, ça passe bien. Puis là, tu le mets en CMYK pour l'envoyer à l'imprimerie. L'impression, c'est comme un deuil terrifiant à faire. Mais je suis arrivé dans l'aide québécoise. J'ai fait une histoire au carandage de même. Puis je suis vraiment arrivé à avoir de quoi satisfaisant. Mais ça fait 25 ans que je fais ça, puis c'est tout le temps comme... Il y a tout le temps un 20% de déception à prévoir, là. Quand tu reçois tes affaires qui sortent de l'imprimé, c'est tout le temps... Oh, God! Manuel, comment tu vis ça, toi, le passage à l'impression? Pour moi, c'est une tragédie totale. Non, je comprends bien, mais pour moi, c'est encore pire. Parce que je suis assez contrôle fric, du coup, je vais toujours à l'imprimerie pour... Ils me détestent. Quand ils vont arriver avec mes planches, ils me détestent. J'ai un scanner qui coûte 3 fois l'ordinateur. Enfin, je me suis acheté le scanner le plus... Et à chaque fois, j'ai envie de pleurer parce que j'ai passé des après-midi sur des visages, sur des ambiances colorées. Et là, tu dois vraiment faire avec. Les nuances, peut-être, qui se perdent aussi? Par exemple, alors après, je ne veux pas trop aller dans la technique, mais le bleu, c'est le premier à mourir dans la bataille et dans l'imprimerie. C'est le premier cadavre. Qui tombe au combat. Parce que c'est impossible. Soit on fait avec une Pantone, avec une couleur vraiment dédiée, soit si on fait avec la quadrichromie, le bleu, c'est impossible à reproduire.
Et du coup, voilà, là, il y a les moments où maintenant, je me suis habitué un peu, mais ça fait mal à chaque fois. La seule chose, c'est que comme j'ai fait pas mal d'illustrations pour les magazines, comme ça, si je fais des trucs imprimés numériques, l'impression numérique, elle est vraiment beaucoup plus belle que l'offset normal. Je me dis, parfois, peut-être, on aura un développement technologique comme quoi on pourrait faire notre livre avec de l'impression numérique et pas offset, et on sera tous un peu plus heureux. Mais sinon, voilà, c'est un compromis à faire, mais de toute façon, je me dis aussi, enfin, il y a un côté de moi qui me dit que je suis pas là pour faire, comment dire, Leonardo da Vinci. Enfin, c'est la bande dessinée. La bande dessinée a toujours lutté avec des limites très fortes. Et les choses de Winsor McCay sont très belles comme ça, imprimées sur la page de journal. Les comics Marvel, j'ai adoré avec des dots comme ça sur le visage, genre rouge et jaune pour faire la couleur de la peau. Du coup, je me dis aussi, c'est ça, notre milieu, c'est pas genre le catalogue d'art à 100 € ou à $100, mais c'est, comment dire, c'est ce truc, comment dire, commercial, mais commercial dans le bon sens du terme. Je fais de mon mieux, je fais les bouquins les plus beaux que soit possible, tu l'achètes pour 20 €. Et ça, c'est notre deal, quoi. Enfin, c'est votre un réalité, objet, parfois, je me dis, il faut aimer ça, quoi. Je pense que c'est pour ça que je fais plus d'aplats maintenant, les couleurs en aplat, tu sais. Puis je joue jamais aussi toutes les couleurs entre 0 et 10%. Pour moi, c'est eux autres qui morphent le plus. Là. Toutes les couleurs très pâles, j'utilise pas ça ou presque parce que je sais que ça va être extrêmement massacré. Donc, les aplats, au moins, tu sais, au moins, il va être comme partout pareil, supposément. Fait que c'est ça. Je peux aller là. Hey, merci de votre attention. Je vous souhaite un bon festival. Ça se poursuit évidemment samedi, dimanche, puis il va faire beau mur à mur. On en profite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Michel.